Mais il y a énormément d'initiatives en ce moment sur notre ville, dans les musées, un peu de partout. Donc nous avons des conférenciers qui vont nous apporter un petit peu de lumière sur cette école de Nice. Il y a Raphaël Monticelli qui va nous animer la soirée critique d'art. Marc Charolin et Miguel qui vont nous parler de l'école de Nice parce qu'ils en font partie. J'excuse Christian Artaud qui est malade et nous avons beaucoup de gens malades actuellement. Donc malheureusement il ne peut pas participer à notre conférence. Donc je passe la parole à notre cher ami Raphaël. Merci. Merci. Conférence, c'est beaucoup dire, pas trop conférencer. Donc ça va être une présentation, une discussion, un débat avec Martin et Max. Un débat aussi, j'ai vu qu'il y avait des artistes dans la salle. J'espère qu'ils accepteront d'être sollicités à tel ou tel moment. Soit parce qu'ils ne sont pas de Nice et qu'ils ont peut-être des choses à dire sur comment ils perçoivent l'art à Nice et l'un des thèmes dont nous parlerons. Je pense à toi, par exemple. Ensuite, j'ai une espèce de pilier de l'école de Nice, l'une des 3 ou 4 personnes sans lesquelles on ne parlerait pas sans doute d'école de Nice, puisqu'on a Marcel Alocco avec nous. Et puis j'ai vu qu'il y avait Alain Amiel quelque part, qui est aussi un spécialiste de la question. Donc le cas échéant, il est là. Donc le cas échéant, je les forcerai à parler. Il y en a quelques autres que je ne forcerai pas, mais s'ils veulent, quand même, ils peuvent. Bien. Donc, pour commencer, c'est l'école de Nice. Alors, tout le monde parle d'école de Nice. Je préfère, pour ma part, parler du phénomène artistique ou du mouvement artistique. Certains disent le miracle niçois. En tout cas, il y a un phénomène. Il y a eu un phénomène à Nice dans les années 50-70. Peut-être qu'il dure encore. C'est donc plutôt là-dessus. Oui, j'ai utilisé un certain nombre de documents, d'archives. Vous voyez que le premier en tête, parce que c'est dans l'ordre alphabétique, c'est Alocco. Altman, qui vient de sortir un livre sur le sujet, avec des centaines de photos, des trucs qui viennent de Nice Matin, mais je ne sais pas si vous les verrez ce soir, on verra, c'est selon comment on va gérer la situation. Et puis des tas de trucs que j'ai pris dans divers sites, dont celui de la ville de Nice, pour certains aspects de la question. Oui, parmi les... Normalement, sur cette diapo, où il y a écrit avec, il y avait des images, des livres dont je me suis servi, ou dont on se sert pour parler de l'école de Nice. Je voulais vous les amener tous, mais ça faisait tellement de kilos que, et comme j'étais en tram, j'ai préféré m'en tenir à quelques-uns. Quelques-uns, il y en a un que je montre parce que mes amis de la Liberté l'ont mis en affiche, c'est celui de l'école de Nice et ses mouvements. C'était une expo qui avait eu lieu, je ne sais plus où, en Corée, je crois. Parce que... En Corée ? En Chine, encore pire. Alors, ensuite, j'ai pas amené les gros livres. Il y en a un qui, pour moi, fait référence, c'est le livre qui est sorti, le gros catalogue qui est sorti au moment de la fondation du musée du Mamac. Une énorme compilation, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de documents. Ça reste pour moi une référence. En revanche, il y a un tout petit livre, je ne sais pas s'il est réédité, Marcel. Si vous voulez avoir une idée de l'école de Nice... il est encore distribué. Comment? Il est encore distribué. Il est encore distribué, l'école de Nice, par Marcel Alocco. Il y a déjà quelques années. Et il est toujours plein d'infos. Bien. Et puis, pour reprendre une autre idée, je n'ai pas pris le catalogue de l'expo actuelle du Mamac. Parce que j'avais ces 2 catalogues, celui-ci et l'expo du Mamac, et ça faisait très lourd dans ma sacoche. Et j'ai préféré laisser celui du Mamac, que vous pourrez trouver facilement au Mamac, pour vous montrer celui-ci qui me paraît très intéressant. C'est plus qu'un catalogue, c'est tout un livre sur l'art contemporain et la Côte d'Azur, un territoire pour l'expérimentation. C'est une expo qui a eu lieu il y a 6 ans maintenant, en 2011, et qui a engagé une 50aine de lieux dans la région, énorme expo, qui faisait un point sur l'art contemporain et la Côte d'Azur entre 1951 et 2011.
et qui fournit comment on dit, un apparat critique, une réflexion historique qui me paraît pour l'instant pas encore dépassée. Voilà, donc les quelques... Ensuite, il y a, si vous voulez voir tout à l'heure, on en reparlera, des catalogues qui concernent mes collègues ici présents. Ah oui, peut-être celui-ci. Je vous en parle tout de suite, je suis parti pour faire 3 heures. Celui-ci, parce qu'il va être le point de référence de la soirée. Je ne vais pas vous faire de révélations particulières. Je m'appuie sur l'expo qui a lieu en ce moment au MAMAC. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, une première, elle finit le 23, donc il y a encore 4 jours. Et puis elle est prolongée pour une partie au moins. Celle de Noël, d'Ola, aux Panchettes est prolongée jusqu'en novembre. Donc il y a encore quelques temps pour... Et de toute manière, il reste le reste. L'expo peut partir, mais les œuvres, un certain nombre d'œuvres des gens de Nice restent présentes. Oui, d'une part, donc, sur cette expo au MAMAC, et deuxièmement, sur l'expo qui fait référence pour celle du MAMAC, celle de 77, mais nous allons parler. Alors avec qui? Avec Christian, qui donc ne peut pas être parmi nous ce soir. On a négocié jusqu'à hier soir. Je viens pas, je suis malade. Il est affaibli, et comme il a du mal à conduire la nuit, je lui ai déconseillé franchement de venir. Voilà, on essaiera de se débrouiller sans. Il nous manquera quelque chose, parce qu'il devait faire toute une partie importante de la soirée. On improvisera avec les présents. Max Charolais, qui a déjà été présenté, Martin Miguel et moi-même. Voilà. Alors c'est pas parce que nous étions 4 que je voulais faire une rencontre en 4 mouvements, mais elle devait avoir 4 mouvements. Le premier mouvement, c'est mon blabla. Je vais vous parler de l'école de Nice dans ses grandes lignes, en faisant comme si elle existait. Quand on dit école de Nice, on parle de top. Bien, le deuxième mouvement, ça devait être l'exposé de Christian. Je ne peux pas, je ne veux pas, je ne sais pas le faire à sa place. Il devait parler sur non seulement le nouveau réalisme, mais l'objet dans l'art du XXe siècle. Et le cas échéant, il y a peut-être des gens qui pourront intervenir sur la question. J'essaie de ne pas les regarder. Alors, il y a peut-être des gens qui peuvent nous éclairer là-dessus. Alors, c'est le nouveau réalisme, mais au-delà du nouveau réalisme, c'est toute la question de l'objet dans l'art du XXe siècle. Et non seulement dans la peinture. Je lui avais demandé, comme il est écrivain, je lui ai dit qu'il est poète, il ne veut pas qu'on le dise, il est poète, et il a une très bonne connaissance et de la littérature en général, et de la littérature dans notre région, de parler aussi de la présence de l'objet dans la littérature, et notamment dans la littérature du XXe siècle. On pourra peut-être en dire 2 mots à l'occasion. On passera en tout cas au 3e mouvement, la parole aux artistes présents. Les artistes présents, c'est d'abord Max et Martin, qui ont accepté d'être là. Ils étaient sûrs qu'ils seraient là, et on a un petit peu discuté sur les pistes de leur intervention. Mais ça peut être tout autre artiste, j'en parlais tout à l'heure. Donc il y a Rico, il y a Marcel, il y en a quelques autres. Excusez-moi si sous le projecteur, je ne vois pas tout le monde. Donc la parole aux artistes présents pour dire, je dis leur rapport au nouveau réalisme, si on veut. L'importance qu'a eu pour eux leur présence à Nice, la présence de Nice et des mouvements niçois dans, sinon leur travail, en tout cas, leur appréhension de l'art. Voilà. Et d'une façon plus générale, comment se fait-il qu'à Nice sont arrivées des quantités d'informations dans les années 50-70 qui n'arrivaient peut-être pas partout ailleurs en France. Et en 4e, il devait donc y avoir littérature et poésie, c'est ce sur quoi nous ferons l'impasse. Sauf d'en dire 2 mots ici ou là, quelqu'un veut intervenir là-dessus. Voilà. Nice, un survol, zoom sur le nouveau réalisme, ça passe, on verra. Les artistes, ils sont là, et littérature et poésie. Bon, un survol. Je dis phénomène, et c'est à la présentation de ce phénomène que je vais m'attacher. J'ai eu de grands débats avec les amis de la Liberté lorsqu'on a parlé de faire une conférence, enfin un débat, une discussion sur l'école de Nice. C'est que je leur disais, mais finalement, on va toujours ressortir les mêmes choses, quoi, les temps de tendance, les mouvements, etc. On en parlera. Mais moi, il y a des choses qui m'intéressent plus de savoir pourquoi et comment
ce phénomène a pu se produire. On verra si on mettra ça dans la discussion. Ce phénomène du mouvement artistique niçois donc, reçoit une reconnaissance nationale en 1977. Pourquoi 1977? Parce qu'en 1977, on inaugure le Centre Pompidou, Beaubourg. Et au moment où on inaugure Beaubourg, l'une des expositions inaugurales de Beaubourg est consacrée justement au phénomène niçois. Elle a pour titre non pas l'école de Nice, mais à propos de Nice. C'est donc ça le catalogue que je vous montrais tout à l'heure. Et elle donne lieu donc à ce catalogue. Donc voici la couverture, je vous la montre, où on reconnaît la belle écriture de Ben, qui situe les artistes et les acteurs de l'art sur la carte. Bien, je passe. Le premier directeur de Beaubourg, ce fut Pontus-Hulten. Et c'est Pontus-Hulten qui, d'une part, décide de cette expo, et il s'en explique. Il dit « L'art contemporain n'aurait pas eu la même histoire sans les activités et les rencontres qui eurent lieu dans la région niçoise. » Voilà. Mon survol, ça va être un petit peu de montrer en quoi l'art contemporain n'aurait pas eu la même image, la même tête. Il confie la responsabilité de cette expo à deux personnalités, dont Ben Vautier. Et il le présente en disant « Ben a été depuis longtemps témoin de Deux et Tantôt et l'acteur des événements artistiques dont Nice fut le creuset et l'inspiration. Il attire et respecte ce qui est neuf, il le propose et en discute. » Ça me permet de mettre une jolie petite photo de Ben devant son magasin, qui n'est plus là, qui était à la rue Tombe-du-Duc d'Escarène, c'est pas loin d'ici. Voilà. Et Ben décide d'exposer trois courants. Alors d'une part, ça se disait plus ou moins déjà, d'autre part, ça a fossilisé la chose. On a depuis, quand on dit école de Nice, on dit trois mouvements, trois courants de l'art contemporain. Et il dit, c'est Pontus-Hulten qui écrit, le nouveau réalisme, Fluxus et l'art total et support surface. À ces trois courants essentiels, dit-on, Ben ajoute une dizaine d'autres artistes. Alors, je vous ai dit, on va prendre cette expo comme référence, et on va présenter tendance, groupe d'artistes, sans qui, pour reprendre l'expression de Hulten, l'art contemporain n'aurait pas eu la même histoire. Trois groupes et des artistes groupes. Dans le catalogue, on trouve le trombinoscope de tous ces artistes. Alors, je vous en fais, Marcel, comme d'habitude, est premier, hein, à cause de leur famille. Plus jeune qu'aujourd'hui, apparemment. Alors, il y a un paquet de décédés aussi. Ça en fait une page. Dans le coin, vous voyez en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position la Mi-Max, le Grand Albert, un certain nombre d'autres, bon, je passe. Hein. Et ça, c'est Martin, tiens, là. Et Yves Klein, naturellement. Certains, on en reparle épisodiquement comme membre de l'école de Nice quand il y a une expo. Enfin, quand il y a une grande expo. Sinon, bon, ils disparaissent. Voilà. Alors, il faut imaginer la chose suivante. Nice, dans les années 50, 50-60, c'est le plus lointain des départements français, mis à part l'outre-mer. Et la Corse. C'est le plus récent des territoires français. C'est, à l'époque on disait, nous sommes français depuis moins longtemps que l'Algérie. Qui n'a pas d'université et que l'on dit livré au tourisme et au troisième âge. C'est un petit peu, le film de Jean Vigo est plus complexe que ça, mais c'est un peu l'une des images que donne le film de Jean Vigo, qui avait pour titre « À propos de Nice ». Et c'est pas par hasard que donc Ben avait choisi comme titre « À propos de Nice ». Voilà, une région excentrée, dans un pays centralisé, où tout se passe à Paris, et dont la capitale donc, fait, ou avait fait à l'époque, référence dans la vie culturelle, dans l'art du pays et dans le monde. Or, au moment où tout ça se développe, il apparaît dans le monde et en France de nouvelles formes d'art. À l'époque, on disait des avant-gardes, je ne sais pas si on dit encore avant-garde aujourd'hui. Moi, ça m'a toujours écorché la bouche de dire avant-garde. Ça a un petit côté militaire. Voilà. Et ces avant-gardes poursuivent un questionnement qui se déroule depuis le début du XXe siècle. Alors, je crois qu'il faut bien garder ça à l'esprit. Tous les bouleversements qui apparaissent dans l'art du XXe siècle et qui ont apporté
des quantités de mouvements. Sans eux, pas d'école de Nice, tel que nous en parlons. Le cubisme, le dadaïsme, on vous fait, grâce à la lecture de tout ça, le suprématisme, etc., etc. Tous ces arts qui, par ailleurs, questionnent la représentation. Il faut garder à l'esprit aussi que tout le long du siècle, on découvre de nouveaux territoires artistiques. On a parlé d'art premier, enfin on en parle aujourd'hui comme ça, art premier, art naïf, art brut, art singulier, art des fous, art des enfants, etc., etc. Autant de domaines que le 19e siècle ne connaît pas. Je parle sous le regard d'un historien. Tu rectifieras en cas. Alors, et art des périodes préhistoriques. Nous avons eu ici même une conférence autour de l'importance de la préhistoire dans l'art contemporain, avec Christian du reste. Oui, s'il n'y avait pas eu la connaissance de l'art préhistorique, ce qu'on appelle l'art préhistorique, il est vraisemblable que énormément de réalisations du XXe siècle n'auraient pas eu la forme que nous en connaissons. Voilà. Et tout en gardant aussi en tête que tous ces mouvements, toutes ces avant-gardes mettent en cause les données de l'art, ce qu'on appelle l'art, ce qui est reçu comme tel, les objectifs de l'art, la façon dont il faut se travailler pour faire de l'art, les outils dont on se sert et le statut qu'il a dans la société. Tout ça est mis en cause tout le long du XXe siècle. On va rester dans les années 50-70. Ce dont on parle change. Nous sommes pas forcément en France et pas forcément à Nice. Bon, voilà le type de sujet qu'on voit apparaître dans la deuxième moitié du XXe siècle. Les formats changent. Là, il faut imaginer que ce ne sont pas des formes sur une toile, c'est la toile qui prend cette forme. Les formats changent. La représentation de la figure humaine change. Alors, on connaît ça. On connaît peut-être moins ça. Important. Le rapport aux outils change. Alors, celui de Pollock, on en a parlé. Et celui-ci, c'est vrai que les outils changent. Le rôle et la place de l'art changent. Et forcément, si tout ça change, la façon même dont on regarde l'art doit changer. C'est quand on regarde et on dit c'est n'importe quoi, c'est pas de l'art, etc. On ne peut pas regarder un tableau comme celui-ci, comme on regarde un Rembrandt ou un Vermeer. C'est clair. On ne peut pas employer, on ne peut pas appliquer les mêmes critères et les mêmes grilles. Ce qui change aussi beaucoup dans le courant du XXe siècle, c'est le rapport entre l'œuvre plastique, l'œuvre de la peinture ou de la sculpture, et la langue ou l'écriture. Ça change. L'écriture devient l'un des éléments de la peinture à part entière. Alors, on a toujours vu des écritures depuis qu'il y a une écriture, on la voit apparaître dans les travaux plastiques. Mais elle n'était pas devenue, comme vous voyez ici, un des éléments qui constituent la peinture. Donc voilà, dans le monde occidental, dans l'après-guerre, pendant plus d'un demi-siècle, l'art, ses modèles, ses outils, ses procédures, son statut changent radicalement. Voilà, et donc si les artistes niçois ont eu, je dis niçois, il faudra peut-être nuancer tout à l'heure, si les artistes niçois, je chante pas trop là, ça on entend. Si les artistes niçois ont une importance dans l'histoire de l'art, ben, il faut les situer par rapport à cette histoire de l'art. Et ce grand survol, c'était pour justement les situer. Alors, est-ce qu'ils ont eu par rapport à tout ça des démarches, des apports particuliers? Ben, ça, chacun de voir, laissez-la voir. Alors d'abord, les artistes du groupe des nouveaux réalistes. Nous y reviendrons plus en détail. Nous n'y reviendrons pas donc plus en détail en l'absence de Christian. On dénombre, selon les moments, selon les manifestes, 10 à 15 artistes qui ont le tampon nouveau réaliste. Ils sont européens. Alors quand je dis roumain, bulgare, suisse, italien, ça ne veut pas dire qu'ils soient par rang de 12, quand on est 10 ou 15. Et parmi ceux-là, 3 sont niçois. Donc 3 sur 15, ça fait une belle proportion relativement à l'importance de la population niçoise. Les 3, c'est Armand, Reis et évidemment Klein. Évidemment, parce que c'est celui dont on parle le plus souvent.
Deux autres sont plus ou moins liés, César et Ins. Alors mon ami Marcel est en train de... Parce qu'il m'a déjà fait la remarque, il dit mais Ins il est arrivé à Nice en 82, etc. Oui. Il a été lié à Nice après, plus que certains qui sont de l'école de Nice. Bien, la situation du nouveau réalisme est donc caractéristique, à mon sens, elle est caractéristique du phénomène niçois. Ce phénomène, c'est que le tiers des protagonistes ont particulier avec la région niçoise, le tiers des artistes du nouveau réalisme. Et ça ne se limite pas aux 15 artistes du nouveau réalisme, ça ne se limite pas aux 3, 5, 6 noms qu'on peut retenir des niçois du nouveau réalisme. Il y a les autres artistes. Alors, je ne vais pas parler de tous les artistes, quoique. Mais si on en reste à l'Expo de 77, il s'agit des artistes de Fluxus. À l'époque, donc, on en dénombre une trentaine. Marcel, j'ai pris ça dans le livre de Marcel, donc je suis pas sûr. Donc, et chez Ben, j'ai deux références là. Une trentaine d'artistes repérés à l'époque qui viennent de Allemagne, Italie, États-Unis, etc., etc. Là, voilà. Et l'un des lieux de Fluxus, c'est Nice. Les artistes de Fluxus, alors pour aller vite, des fois on dit les uns c'est l'art de l'objet, bon, si on veut, ça c'est les néo-réalistes, les autres c'est l'art d'attitude, ce serait Fluxus. Ce qu'il y a d'intéressant et de passionnant dans Fluxus, c'est qu'il perturbe radicalement toutes les relations entre les genres artistiques. Donc quand on dit concert Fluxus, c'est pas forcément de la musique. Donc il y a quelques personnes ici qui peuvent en parler savamment pour en avoir fait partie, ou pour toujours en faire partie. Il gomme les frontières entre l'art et la vie, ça aussi, ça me paraît... il se pose la question, où s'arrête l'art, où commence la vie, ou bon, question largement débattue à l'époque. Et donc les œuvres sont non pas des toiles, non pas des tableaux, mais des events, des concerts, des affiches, des gestes, etc. Ils s'illustrent aussi dans ce qu'on a appelé le mail art. À Nice, évidemment, le Fluxus, c'est d'abord Ben, son activité, le magasin qu'on a vu tout à l'heure, ses espaces, ses revues, ses inscriptions, et puis l'agitation permanente. Tu ne vois pas, toi, comme ça? Ah, copieur. Donc, l'importance de Ben est considérable. Tout à l'heure, je parlais d'Aloco. Je ne sais pas si on aura l'occasion de venir sur cette partie de ce qui a fait qu'il existe un mouvement ici. J'ai déjà deux noms. Sans la collusion en 60 et des poussières entre Marcel Laloco et la revue d'identité et Ben et toutes les activités de Ben, sans ce rapprochement, peut-être qu'il y aurait eu nouveau réalisme, on aurait peut-être entendu parler d'école de Nice, mais ça n'aurait pas eu l'impact que nous connaissons, je crois. Bon, quelques exemples de travaux de Ben. Quand il signe des gens comme une sculpture vivante, ça me plaît bien ça. Il y a la plus mignonne des sculptures vivantes qu'il ait signées, vous connaissez, non? C'est sa fille, Eva. Quand elle a eu 3 mois, Ben l'a signée comme une sculpture vivante. Donc, si vous allez à la galerie d'Eva Gauthier, vous rencontrez une sculpture vivante signée par Ben. Alors, évidemment, pas seulement Ben, Brecht et Filiou, qui sont venus à Nice, sans doute en raison de la présence de Ben. Donc, Marcel ne fait pas l'amour, je te surveille. Hein. Filiou et Brecht, en raison notamment de cette extraordinaire épopée qui dure 2 ans, même pas, 2 ans, la Cédille qui sourit à Villefranche. Alors ça aussi, je ne développerai pas. En revanche, celui qui est devenu un peu le spécialiste de la question, c'est celui qui a fait la salle Cédille qui sourit au Mamac, donc Éric de Bacquer, historien et qui travaille au conseil départemental. Donc il est prévu, apparemment les gens d'ici, des Amis de la Liberté en sont d'accord, il fera une conférence précisément sur Fluxus, la Cédille qui sourit, Brecht et Filiou. Je ne prendrai pas le risque de parler à sa place de quelque chose qu'il connaît mieux que quiconque. Ça me permet de faire un petit coup de chapeau à Jacques Strauch, parce que si nous connaissons la Cédille qui sourit,
sépare les 100-150 photos qu'a prises Jacques Strauch. Tenez, ça je vous le dis quand même. Ces photos-là ne sont pas prises sur le vif. Elles sont toutes composées. Elles sont jouées. Et donc Jacques a photographié Filiou et Brecht dans les attitudes où Filiou et Brecht voulaient qu'on les surprenne. Ça fait partie du jeu de la série qui sourit. C'est avec ces photos qu'ensuite ils ont publié leur livre sur la série. Voilà, c'est fait, j'ai évoqué... oui, ça me permet quand même de... On m'a dit, il ne faut pas trop faire référence aux patriotes. D'accord, mais quand même. Ça me permet de faire référence à Strauch. Parce qu'il fait partie de ces gens qui sont le soubassement, le terreau de l'art à Nice. Il n'y aurait pas eu des Strauch, il n'y aurait pas eu quelques autres, Baviera, Vernassa, etc. Là aussi, quelque chose aurait manqué au mouvement niçois. Strauch, c'est des photos de la série. Bien sûr, vous me direz, si elle n'avait pas eu Strauch, ils auraient trouvé... Il y en avait d'autres, des photographes qui auraient pu... il y avait Liguerre, il y en avait un certain nombre d'autres. C'est Jacques, et voilà. Et Jacques a en plus un travail d'artiste. C'est ce que nous avons mis dans le Patriote en la une. On a retrouvé une œuvre des années 70, alors je dis à peu près 70, une œuvre des années 70 qui fait entrer Jacques Strauch parmi les artistes de l'école de Nice, avec qui il a exposé une ou deux fois. Je ne sais pas à quel titre, Marcel. Quand il a exposé chez Alex de la Salle, est-ce que c'était au titre de photographe, de reporter ou d'artiste? C'était dans l'exposition 67, École de Nice. C'était la première expo de chez de la Salle. C'est le seul endroit où j'ai vu ce genre de travail. Donc ça existait peut-être en 67 déjà. Ça. Ah. Oui. Tu aurais dû me le dire avant. J'aurais mis circa 67 et non pas circa 70. Hein? Dans la prochaine édition, on change. Alors, bon, un exemple d'œuvre de Brecht. La musique, c'est ce que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Je trouve que il y a une filiation avec un certain nombre de surréalistes. Bon, on va développer. Parmi les concerts Fluxus, je ne sais pas si c'est pas... Là, on voit Ben quelque part. Voilà, à Loco, on voit Loco. Souriant. Serge III. Voilà, des exemples de... Un des concerts Fluxus, c'est ça. Pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ben qui va massacrer un violon. C'était très mal vu, je crois. Ah, ça aussi, c'était une belle œuvre de Ben. Hein. Regardez-moi, ça m'a suffi. C'est la première que j'ai vue, moi, qui m'avait... On en parlera tout à l'heure de ce que nous devons à Nice. Ça suit l'heure suit. Bon. Ça aussi, et puis Violoncelli n'est pas dans les gens de Fluxus. Hein. J'ai regardé vos listes, il n'y est pas. Bon. Il n'empêche que c'est un événement de Fluxus, ça, de mettre de la... ça, c'est la photo qui a été maculée. Mais dans la réalité, dans le geste référent, Pinoncelli a balancé de la peinture rouge au visage de Malraux, qui, à ma connaissance, n'a pas porté plainte. C'était une autre époque. Alors, Fluxus à Nice aussi, c'est aussi un certain nombre d'autres gens à locaux. Bosy, Serge III, etc., etc. Serge III aussi avait de sacrés événements. Voilà. Donc, oui, dans je ne sais plus combien, 12, 15 points qui dans le monde se considèrent comme Fluxus, font passer l'idée Fluxus, il y a Nice. Et à Nice, important. Et encore agissant aujourd'hui, je veux dire, Ben, on le rencontre maintenant dans tous les arrêts de tram. Et donc, ils ont contribué à ce renouvellement des formes de l'art, les Niçois. Je dis Niçois, il faudrait peut-être que j'y revienne. Je n'arrive jamais à bien expliquer qu'en fait, des Niçois de Nice, dans l'école de Nice, il y en a très peu. Ça, un loco fait l'amour, mais même pas lui, il n'est pas de Niçois de Nice. Regarde-le. On ne répond jamais à la provocation. Alors, voilà, ça c'est donc ce que je vous ai dit il y a 30 secondes, 3 minutes. Voilà. Troisième partie qui apparaît dans l'expo de 77 comme support surface. Alors c'est un peu plus délicat, je vais peut-être me faire des amis. Alors, premièrement, comme les artistes de Fluxus et comme ceux du nouveau réalisme, les artistes de support surface,
ils appartiennent forcément à un mouvement beaucoup plus vaste. Ils n'ont pas inventé à Nice quelque chose de niçois qui est resté à Nice. Ils sont traversés par des problèmes que les artistes se posent partout dans le monde dans les années 60-70. Alors, on a pris l'habitude d'appeler ça, nous, non pas nous, c'est au moins mes copains et moi, peut-être Marcel aussi, de plus appeler ça support surface, parce que support surface désigne un groupe, mais de nommer la tendance la peinture analytique et critique. Il y en a qui disent esthétique support surface, c'est pas mieux. Cela dit, c'est un joli terme, hein, support surface, ils ont trouvé un très beau terme, une très belle appellation. Ça se rapproche de ce que Lamarche Vadel appelait l'abstraction analytique, je crois. Enfin, ça se discute assez. Dans les nuances, après, on est plus d'accord. Et par quoi se caractérise ce mouvement? Eh bien, par le fait qu'à l'époque, on disait, je ne sais pas, vous le direz peut-être tout à l'heure, Marcel pourra le dire aussi, il y avait les gens de nouveau réalisme qui quittent la toile, ce qui n'est pas toujours vrai, qui quittent la toile, qui quittent les moyens de la peinture pour faire de l'art. Il y a ceux de Fluxus qui sont dans le même cas, ils sont dans l'attitude, etc. Nous, on revient à la peinture et on met en cause la peinture avec les moyens de la peinture. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Moi, à l'époque, quand je les ai entendus pour la première fois, je n'ai pas trouvé ça très très clair. Mais au bout de 50 ans, ça vient. Mise en cause à l'intérieur même du domaine. On utilise les moyens de la peinture. Après, il y a des légendes. Hein. Je ne vous ai pas dit que l'école de Nice naît en 1947, un jour où Armand, Klein et Pascal, sur la plage, se sont partagés le monde. Ça fait partie de la légende. Support surface aussi a une légende du même type. Un beau jour, un tel se sont partagés la peinture. Moi, je prends le châssis, toi, tu prends la toile, moi, je prends le scrabble sur la toile. Bon, ça, c'est sympa. Alors, mise en cause du domaine, attention portée à la matérialité de la peinture et d'une façon générale à la matérialité de l'art. Et une question qui revient assez fréquemment à l'époque, est-ce que le monochrome, on n'a pas parlé de monochrome à propos de Klein, bon, si je dis Klein, tout le monde pense monochrome, ça ne suffit pas. Hein. Mais bon, c'est le bleu, c'est ceci, c'est cela. Est-ce que c'est dépassable, ce tableau qui n'est composé que d'une seule couleur? Est-ce qu'on peut aller au-delà du monochrome? Bon. Alors un mouvement international, moi j'ai mis quelques personnalités qu'on peut non pas classer dans support surface, mais dans la peinture analytique et critique. Buren, que désormais tout le monde connaît, Pierre Buraguignot, on connaît hélas beaucoup moins, qui est à mon sens un grand artiste, Olivier Mosset, Mazefroy, j'ai mis Casimiro parce qu'à un moment donné, quand il était ici à Nice, il s'amusait beaucoup avec les trucs de l'analytique et critique, Pinelli, Duchesne, je crois, voilà, Ariane. C'est plus pour vous donner une idée de la diversité de ce qui existait, ou de ce qui parfois existe encore, dans les efforts que font les artistes pour mettre au jour des œuvres que pour analyser telle ou telle œuvre en particulier. Et d'ailleurs, je vous dis que les images étaient en vrac. Bien, et à Nice? Eh bien, à Nice appartiennent à ce mouvement deux groupes. Le groupe support surface, celui qui donne son nom à la totalité de l'esthétique, et le groupe 70. Alors, support surface. Support surface, c'est une quinzaine d'artistes en France. Quand on fait le total de toutes les expos auxquelles ils ont participé, 7 sont à Nice ou liés à Nice. Alors, plus ou moins, hein. Là, dans la liste que je vois, vraiment liés à Nice, il y a Dola et il y a Pagès. Viala, naturellement, a été prof à Nice pendant 2-3 ans. Et Valézy, naturellement. Voilà, 7 à Nice ou liés à Nice. On peut y mettre, enfin en tout cas dans la première expo, dans l'une des premières expos de support surface, on a Aloco aussi. Je ne sais pas dans quelle mesure, Marcel, ta problématique est vraiment une problématique type peinture analytique et critique. En cas, tu diras tout à l'heure. Claude Viala, vous en avez une énorme à la galerie 109 aux abattoirs, là-bas. Une énorme Viala qui pète le feu, qui pète les bruits, métaphoriquement, naturellement.
Et Patrick Sétour, c'est un tableau de l'époque, ça je pense, une toile de l'époque, des pillages. Louis Kahn, Deleuze. Alors Deleuze, c'est celui qui avait pris le châssis, comme vous voyez. Et le groupe 70. Alors le groupe 70, ils sont 5. Alors ce qu'il y a de remarquable, c'est que c'est le seul groupe qui est constitué uniquement d'artistes qui vivent et travaillent à Nice. Alors il y a bien Isnard qui nous fait des infidélités, il est parti vers Bourges, etc. Enfin, il est très très niçois. Chacalis, Charolais, alors ils ne sont pas forcément tous nés à Nice. Max vous dira que lui, il n'est pas niçois, puisqu'il est de Cannes. C'est ça, non? Macaféry, il est né à Troyes, Macaféry. Mais bon, ça fait 5 personnes qui ont fait l'essentiel de leur vie et pratiquement tout leur travail à Nice. Voilà, quelques images. Vous voyez que nous sommes dans cette même problématique que nous avons vue. On attaque les éléments de la peinture et on fait de la peinture avec la mise en cause de ce qu'on appelle la peinture. Alors, je ne vais pas y aller en détail non plus, en cas où vous y viendrez-vous. Vivien Isnard, Macaféry, Martin Miguel, on verra tout à l'heure, Charvolais, il est là. Alors, à ces deux groupes, disais-je, on peut ajouter proche d'eux Marcel Aloco, qu'on a déjà vu apparaître dans le mouvement Fluxus. Voilà, une dernière caractéristique qui me paraît extrêmement importante et qui n'est pas spécifique à tous ces artistes, qui naît dans le courant du XXe siècle, c'est que la démarche compte au moins autant que l'objet achevé. Il y a même des tendances de l'art, il y a peut-être d'ailleurs ici ou là à Nice même des représentants de ça, des tendances de l'art dans lesquelles la démarche compte plus que l'œuvre achevée. Donc il y a des gens des collectionneurs qui achètent des idées d'art, des concepts d'art, et qui peuvent ou non les réaliser chez eux. Bon, ça c'est quand ça devient radical. Mais de toute façon, on a des artistes pour lesquels la démarche comptant autant que l'objet achevé, il est important qu'elle se lise dans l'objet achevé. Chaque fois je repense à ce que pourrait dire à ce sujet un artiste de la Renaissance qui, lui, voulait cacher son métier et qu'on ne le voit pas. À quel point, oui, ça c'est... Il y a une série de thèses qui se sont faites là-dessus, du changement du mot d'œuvre. On ne parle plus d'œuvre bien souvent, mais de pièce. Parfois c'est de l'humilité. Albert Schubach, lui, gentiment, ne disait pas mes œuvres, il disait mes bricoles. Je trouvais ça très sympa. Voilà. Donc, à nouveau, pour cette tendance, cette troisième tendance, se vérifie l'équation niçoise. Il y a un questionnement contemporain. Il peut y avoir des tas d'artistes qui se questionnent de tas de façons. On peut faire de l'impressionnisme si on veut, ou du faux, etc. On peut faire ce qu'on veut, ou de l'aquarelle, ces artistes-là sont à repérer par nous et ont une importance dans l'histoire de l'art parce qu'ils reprennent à leur compte les grands questionnements contemporains. Ensuite, ces artistes-là sont nombreux, relativement au nombre total qu'on a dans le monde, compte tenu de la population qu'on a ici, nombre d'artistes impliqués. Et enfin, ça je glisse rapidement, la qualité des œuvres réalisées. Je serais bien foutu de vous dire quels sont les critères de la qualité d'une œuvre. Voilà. Qu'est-ce qui les caractérise tous? Eh bien, par des démarches différentes, ils mettent en cause les données classiques de l'art. Ils en connaissent la classique. Mais si ça c'est vrai, alors il n'y a pas que... Et justement, Ben avait ajouté des individualités aux artistes qui font partie du mouvement niçois. Alors, il suffit de prendre la liste de ceux qui ont fait partie des expos, pas forcément tous, en fait, de ceux qui ont fait partie des expos dites École de Nice, ou de ceux qui ont fait partie de l'expo de 77. En 67, c'est une des toutes premières expos dites École de Nice, chez De La Salle. Vous avez fait par Armand la liste, donc Leco, Armand, Arnal, Ben, César, etc., etc. On a la liste des artistes, comme Strauch, c'est ce que disait Marcel tout à l'heure, des artistes de l'école de Nice de l'époque. Prudemment, Alexandre de La Salle a mis le point d'interrogation. Prudemment, ou alors conseillé par Restany. Lui n'a jamais cru à l'existence d'une école de Nice. Restany étant le critique d'art qui a, inventé, qui a écrit le premier manifeste du nouveau réalisme.
que des artistes ont signé, donc une personnalité extrêmement importante dans ce moment-là de l'histoire de l'art. Tu voulais intervenir? Non? C'est pas que je te coupe le sifflet. Non? Je continue. Il y avait, oh, je le disais, Marcel, vas-y. Voilà, alors toute une liste d'autres gens, depuis André Verdet jusqu'à Jean Mas, en passant par Sosno, Gilly, etc. etc. À Loco, il te met dans les autres. Moi, je t'ai mis à la confluence de Fluxus et de support surface, enfin de peinture analytique critique. Tu étais dans les autres, dans les personnalités. Alors pour chacune d'elles, il y aurait de quoi dire, de quoi expliquer, en quoi ils apportent, etc. Tout le monde connaît aujourd'hui Bernard Venet, que vous avez en avant-dernier, puisque la ville a des... Bernard Venet, c'est le grand arc, que vous savez, peut-être tout le monde est au courant, le grand arc que vous avez dans le jardin de Ier, ou les vallées que vous avez devant la promenade des Anglais, bon, ou devant les Conchettes, c'est un de ceux qui est le plus retenu, Robert Malaval. Bon. Bien, il y a donc Sosno aussi, qui ne connaît pas Sosno à Nice, hein, ne serait-ce qu'à cause de la tête carrée. Voilà. Quelques images des uns et des autres. Ça va être un tableau de 50 des poussières de verre. Chubac. Jean Mas s'excuse, il n'a pas pu venir, parce que il habite loin, etc. Restani dit qu'il représente à lui tout seul l'esprit de l'école de Nice. Beaucoup de Jean Mas. Bernard Venet, ça c'était les années 60. On retrouve à Loco. Très beau. Il y en avait là de ces tiroirs vieilleries dans Alexandre de Montmartre. Et même quelques-uns, oui. Hein? Trois de ceux-là. Mais nous, on en a même plus. Bien. Et d'autres, sans avoir participé à aucune de ces expos, sont proches de ces préoccupations. Salut. Bon, je les donne un petit peu en vrac. Des gens, qui est-ce qui penserait aujourd'hui à sortir du mouvement niçois Ernest Pignon-Ernest? Il est dans le bouquin de Marcel, de Jeanne. Tu le disais comme compagnon, comme tu avais une formule comme ça. Daniel Biga, et pas seulement comme écrivain, Daniel Biga a eu en tout cas aussi une activité de plasticien, guillotier dans l'architecture, Henri Maccheroni, etc., etc. Du reste, parfois, dans certaines de ces opérations autour de l'école de Nice, on rencontre tel ou tel, jamais Ernest, je crois, mais les autres ont retrouvé dans certaines de ces choses. Est-ce qu'on pouvait imaginer ailleurs qu'à Nice un événement comme celui-ci? D'abord parce qu'il n'y avait pas 50 villes pour se jumeler avec le Cap. Ensuite parce que la réflexion sur l'art dans la rue, c'est pas un art de rue, c'est mettre l'art, je ne sais pas d'ailleurs si vous pensez art, Ernest, c'est là qui ont travaillé avec lui à l'époque pour nous expliquer, c'était d'abord c'était même pas un coup politique, c'était un cri, c'était une protestation qui était artistique, même si elle ne voulait pas l'être. Voilà. Mais où est-ce qu'ailleurs qu'à Nice, on aurait pu avoir cette conjonction entre une situation politique comme celle-là, parce que je jumelle avec le Cap au moment de l'apartheid, et un artiste comme Ernest, qui est tout jeune à l'époque, hein, baignant dans cette ville-ci, dans cette région-ci, et produisant ce type d'image. Bon, il faudrait en ajouter quelques autres images. Parce qu'ils n'ont jamais été répertoriés, d'autres encore, même pas dans le bouquin à Marseille. Mais ils ont participé au mouvement niçois. J'en donne au moins... Je ne donne pas, tiens. Ben non, mais je donne quand même les deux noms que j'ai cités tout à l'heure. Vernassa, parce que Vernassa introduit parmi les artistes niçois l'usage du plexiglas, et que de nombreuses œuvres d'inclusion dans le plexi, etc., sont passées par l'atelier de Vernassa, et que les César, les Fary, les Armand, etc., sont passés
dans l'atelier qu'il y avait ici, boulevard Stalingrad, et Baviera, Henri Baviera. Combien d'artistes sont passés par les presses, sont passés par Baviera pour sortir des estampes, et les Césars, et les ceci. Alco, qui a sorti des choses chez Baviera, j'ai vu, et un certain nombre d'autres, Dola, etc., etc. Alors ça ne veut pas dire qu'ils soient exclusifs, ça ne veut pas dire que s'ils n'avaient pas été là, ils n'auraient pas pu faire, mais ils étaient là, ils faisaient partie du réseau, ils faisaient partie de ce qui a permis le mouvement. Alors qu'est-ce que je disais là? Je disais que des artistes sont nés ou se sont installés dans la région. Ça, il faudrait faire tout un petit truc, là. Il faudrait reprendre les uns après les autres pour voir ceux qui vraiment ont vécu et travaillé à Nice. Filiou et Brecht, par exemple, sont restés à Nice les 2-3 ans où on dirait la série qui sourit, c'est marrant. Avant, Brecht n'était pas là, après il n'a plus été là, à ma connaissance. Filiou avait des rapports, parce que habitant de Var, etc., etc., mais on ne peut pas dire qu'il était vraiment lié avant et après à cette ville. Et on peut faire comme ça la liste de qui sont ces artistes niçois par leur origine, et ça me réjouit, parce qu'ils sont à l'image de la ville. Ils sont venus de la diversité de tous les gens qui peuplent cette ville, venant d'Afrique du Nord, venant d'Italie, de Grèce, d'Égypte. D'Égypte, ça c'est Ben, hein? Il y a d'Égypte, Ben. Non. Merde. Un mythe, c'est cool. De Roumanie, etc., etc. Ils viennent de beaucoup d'endroits, et ça ressemble à la région. Ça ressemble à la ville. Et voilà. Ils ont décidé, pour la plupart, alors pas tous, certainement le plus niçois des niçois, c'est-à-dire celui qui a le nom le plus niçois et la tâche niçoise la plus ancienne, c'est Sétour. C'est celui qui n'a jamais voulu entendre parler de l'école de Nice. Lui, c'est rien à voir, rien à faire, sauf c'est une expo, ça, c'est un autre problème. Voilà. Et il a décidé de ne plus y vivre, de ne plus y travailler. Mais les autres, donc, y vivent et y travaillent. Ils ont rejeté les académismes. Ça me paraît important, ça. Ils ont enrichi les mouvements de l'art du XXe siècle. Là, je parle comme j'écris. Ils ont repoussé les frontières de l'art. Ça, je crois que c'est assez facile à expliquer. Il y a des limites. Il y a une limite. L'art, ça ne peut pas être. Et pourquoi pas? L'art, ça ne peut pas être de la tôle écrasée. Et pourquoi pas? Et donc, on franchit un pas. On a un élément de plus. Je dis ça relativement aussi à des réactions de public voyant telle compression de César, commençant par dire, d'accord, c'est un truc écrasé, et qui petit à petit s'aperçoit que de tout le tragique qu'il y a là-dedans, il n'y a pas que l'objet brut sorti d'un pilon. Hein. Voilà, on fait rentrer dans l'art des objets qui ne se trouvaient pas, des attitudes qu'on ne pensait pas y trouver, et des choses dont personne ne pensait qu'on pouvait les trouver là-dedans. Et donc, je crois, un phénomène sans aucun doute, sans lequel l'art contemporain n'aurait pas eu la même histoire. Là-dessus, je suis d'accord avec ce que disait Pontus Hulton. Voilà, alors, la truc d'après, ce serait, on est en droit de se demander ce qui l'a permis ou favorisé. Ça peut faire, là, ça fait déjà près d'une heure que je parle, ça peut faire encore 1 heure, mais je préfère passer la parole aux copains. Il y aurait une deuxième, autre photo, il faut que j'arrive à sortir de là. Et voilà, donc petite pause, en attendant de passer à la 3e partie. On passe par-dessus le nouveau réalisme, on en a dit quelques mots. Il y a ici 2 artistes, il y a dans la salle des artistes. Comment ont-ils perçu cette appartenance à la région niçoise? Est-ce qu'ils pensent que ça a eu une importance pour eux? Est-ce que la présence d'œuvres qu'ils ont pu voir ou dont ils ont entendu parler, notamment des nouveaux réalistes, mais on peut élargir, notamment des nouveaux réalistes, est-ce que ça a eu un impact sur leur travail, sur la mise en place de leur réflexion sur l'art? À vous. Ouais, voilà. Bien, en ce qui me concerne, j'étais aux Arts Déco qui se trouvait à
Escarène. On entend pas. Plus près encore, voilà. Plus fort. Le plus fort. Bon, on va essayer. Donc j'étais à l'école des arts décoratifs, qui était à l'époque rue Tonduti d'Escarène, juste à une cinquantaine de mètres de la boutique de Ben. J'étais aux arts déco en 63, 64, 64, 65, 65, 66. Et au départ, les 2 premières années, je n'avais aucune connaissance de ce qui se passait à Nice. Je ne connaissais même pas la boutique de Ben, c'était juste à côté. On avait un professeur qui tournait le regard plutôt vers le passé, ce qui en soi pour une école est important, parce que je ne vois pas comment on peut construire quelque chose en regard en arrière sur le passé. Mais nous avions, moi et moi, j'avais soif d'autre chose, et ce professeur est parti à la retraite, et est arrivé un nouveau professeur, qui lui nous a tourné le regard sur le présent, et en particulier sur ce qui se passait à Nice. Et donc c'est là que j'ai pu prendre connaissance du travail de Ben. C'est un des premiers d'ailleurs, et qui m'a intéressé par sa charge ironique et sa charge de révolte, qui correspondait un petit peu à ce qui bouillait en moi. Et par la suite, j'ai pu assister à des expositions, en particulier l'exposition de 67 chez Alexandre Brassard. Et les artistes, les douralistes qui m'ont particulièrement intéressé, c'est Armand et Claire. Et pour 2 raisons, pour 2 aspects. Le premier aspect, c'est Klein et le monochrome. Alors, on dit monochrome, c'est vrai et c'est pas vrai. Il y en a même à l'époque qui disaient que c'était la fin de la peinture. Alors, ça peut être vrai, mais l'expérience. Excuse, mais bon, l'expérience a montré que la peinture a quand même continué à exister. Alors je disais, monochrome, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que ça dépend du regard qu'on a sur la chose. Évidemment, si on considère l'espace qui est issu de la Renaissance, la fenêtre, cet espace physique qui a été le réceptacle de bien de représentations diverses, que ça commence par des illustrations de textes religieux, en passant par la peinture d'histoire, les natures mortes, etc., l'art abstrait, etc. C'est un espace donc physique, mais qui est masqué par toute cette peinture. Or, quand on regarde un monochrome d'Yves Klein, eh bien, l'objet physique prend de la présence, d'une présence très très forte. En plus de ça, le monochrome d'Yves Klein est un tableau qui est peint aussi sur les bords, donc qui accentue cet aspect physique. Et puis, quand on regarde un monochrome d'Yves Klein, il y a 2 tendances. D'abord, il absorbe le regard vers l'intérieur, vers une espèce d'infini, et il permet de porter le regard vers l'extérieur. Ce qui fait que l'espace environnant, l'espace physique, qui n'est pas considéré comme de l'art, commence à avoir une importance. Ce qui fait que je dis qu'à ce moment-là, on n'a plus affaire à un monochrome. Parce que là, on a affaire à 2 espaces différents qui jouent l'un avec l'autre. Et moi, donc, à cette époque-là, c'est cet aspect-là de dépassement du tableau qui m'a intéressé et qui m'a permis de produire cette espèce de chose là, que vous voyez,
écran que j'appelais espace mental, où on avait simplement au départ, montre l'autre image. Voilà. Le premier travail, c'est le fondement, c'est le départ. C'est pas tout à fait le départ de ma démarche. La première œuvre que j'ai faite, qui n'existe pas en photo, je l'ai faite donc à la fin de ma présence aux Beaux-Arts. C'était autour d'une question, parce que je m'intéressais aux peintres qui cherchent à rendre la profondeur par la couleur. Des gens comme De Stel, Matisse, etc. Et une des questions que je me posais à l'époque, c'est comment créer de la profondeur avec une seule couleur. Donc, c'était un peu plus bas. C'était donc un gros obstacle. Et la solution. Et la solution que j'ai trouvée à l'époque-là, c'était de simplement prendre un tableau ordinaire, le peindre tout en noir, à cause de Ben, et de le trouver et de coller derrière un carton tout noir. Donc, avec cet assemblage-là, j'obtenais avec une seule couleur une profondeur. Et puis ensuite est venu ce genre de travail là, qui est en relation donc étroite avec le monochrome d'Yves Klein, qui montrait donc l'importance de l'espace physique alentour au tableau. Et bien ma volonté a été de sortir du tableau donc traditionnel et d'occuper l'espace physique. Donc ça c'est un des premiers aspects. Oui. Par rapport à ce dépassement du monochrome, il y a, je crois, des choses là qui peuvent aller dans ce sens, non? Oui, je dirais, en préambule, je reprendrai ce que disait Martin à propos du point de vue biographique. Hein, c'est le passage par l'école des arts déco qui me met à l'étrier de la peinture, en quelque sorte. Je ne viens pas d'un milieu où la peinture était une habitude de fréquentation, et donc c'est par l'intermédiaire des arts déco que je rentre petit à petit dans la peinture. Au passage, je crois que c'était indiqué, on est renvoyés tous les deux. Une petite anecdote, c'est aux arts déco que je vais rencontrer un certain nombre de personnes. Hein. Je crois que c'est pas inutile de le dire, puisqu'on a fait un point historique, à savoir au même moment Noël Dola, Martin Miguel, Serge Macaferri, certains vont travailler ensemble, certains vont se croiser dans les locaux. Pardon ? Elisabeth, là-haut, pour ceux que l'on va retrouver pour certains dans Support Surface et que ceux qu'on va retrouver pour d'autres dans le groupe 70. Donc je disais Noël Dola, Martin Miguel, Serge Macaferri, André Valenzi, Isnar, pardon ? Et Claude Viala aussi. Voilà, Claude Viala vient d'arriver, alors tu fais bien de situer, Claude Viala vient d'arriver à la fin de l'année 65. Nous sommes tous renvoyés en 66. Pour la plupart, lui aussi, il aurait plus tard, je crois, 67, hein, je crois, je crois 67. Bon, il ne fait pas, bien entendu, le travail pour lequel on le connaît aujourd'hui, à ce moment-là. Donc, puisqu'on est dans la biographie, moi je vais partir, étant envoyé, je vais partir vers Marseille, et je vais m'inscrire à l'école des Beaux-Arts et d'Architecture. Je vais commencer les études d'architecture sans jamais presque perdre le contact avec Nice, que je reprends en 68. Donc, vu ce point biographique, mon rapport au nouveau réalisme, il passe largement aussi par le pop, puisqu'on est né là, il passe largement par le pop, parce que il me semble que dans le pop, ce qui m'intéresse dans le pop et dans le nouveau réalisme, c'est que la peinture est considérée comme un objet. C'est-à-dire qu'il y a cette mise en cause, en gros, du tableau. Mais cette mise en cause du tableau, elle est très vieille, elle est très ancienne. Je veux dire, à la limite, si on veut pas couper les cheveux en quatre, mais en tous les cas,
que cet objet apparaisse comme un élément presque à part. Bon, on peut regarder certaines toiles de Cézanne, par exemple, où il laisse le subjectif de la toile apparaître en tant que telle pour ce qu'elle est. Mais après, si on les papiers découpés de Matisse, qui coupent même dans l'espace coloré, pour aller très en arrière, mais après, il y a quand même des gens comme Fontana, qui coupent la toile, qui ouvrent cet espace symbolique. Comment, à partir du moment où on le coupe, comment on le voit, comment on le perçoit, et qu'est-ce qu'il permet? C'est-à-dire, qu'est-ce que le tableau empêche, qu'est-ce qu'il permet, mais qu'est-ce qu'il empêche aussi? Alors on peut continuer, mais il y a un point extrêmement important, c'est Pollock. Pollock, il détache la toile du tableau, il la met par terre. À un moment donné, en taille, à un moment donné, utilise ce subjectif comme un outil, il plie, etc. Donc nous sommes en quelque sorte, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il faut, aujourd'hui on parle de ces moments-là d'une manière très, plus ou moins à l'aise, mais la conscience que l'on en a n'est pas forcément exactement la même, mais on est nourri par ces rapports-là. Donc, dans mes premières pièces, moi par exemple, ce qui m'intéresse à un moment donné, c'est faire de la peinture, mais alors c'est une période, là, mes premières pièces que je revendique comme ancrant mon travail, c'est dans la fin des années 60, par exemple, là je crois qu'il y a une pièce qui est de 68, c'est à un moment donné, tu parlais des outils, mais moi à un moment donné je me dis, non, je parle de Raphaël qui a parlé des outils, à un moment donné je dis, ben moi j'ai pas envie d'utiliser un pinceau, et à un moment donné je coupe dans la toile, à un moment donné quand je coupe dans la toile, c'est pas de la toile d'abord, je choisis, c'est là la relation qu'on peut avoir avec le pop ou le nouveau réalisme, hein. C'est de prendre un objet, je dis souvent, je suis presque dans ce travail à la croisée entre Duchamp et Matisse. Et je coupe à l'intérieur de masses colorées, que sont des vinyles transparents, dans lesquels je découpe une forme d'un buste, que je vais mettre en ligne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui se travaille pour moi, c'est les problèmes de limite, mais qui m'ont fortement frappé chez les accumulations d'Armand, ou bien chez certains Warhol. À un moment donné, on ne sait plus, ça peut continuer, c'est toujours la même chose, c'est quelque chose. Alors là, en gros, quand je fais une pièce comme ça, ce qui m'intéresse, c'est le problème de la limite. Alors il y a une limite à la fois par la transparence du support, et puis il y a une limite parce qu'à un moment donné, il englobe, il prend aussi l'espace sur les bords. Alors je pourrais décrire comment c'est fait avec la partie qui est au sol et les parties découpées sur les bords, mais disons que pour moi, mon rapport au nouveau réalisme, je pourrais dire, il est là. Et dans la pièce que tu as choisie, la bleue, c'est le rapport à Klein, bien sûr. Alors, le rapport à Klein, c'est le monochrome. On le voit là, on le voit dans d'autres, voilà. C'est à un moment donné, je disais d'une manière un peu naïve, pour moi, le monochrome, il contient toutes les formes possibles. Alors, on passe de cette forme répétitive du départ, comme ça en ligne, et à un moment donné, elle me sert comme un outil, un gabarit, pour découper et attaquer et montrer à l'époque ce que j'étais, l'envers et l'endroit. Montrer l'envers, on voit par exemple que la partie bleue est plus claire à un endroit parce que c'est l'inversion. C'est-à-dire que je continue d'une certaine manière à éviter le pinceau. C'est-à-dire que ces toiles sont... Je passe par un monochrome, on peut le dire aussi de d'autres, hein, on peut dire qu'en taille passe par un monochrome, hein, quand il fait sa surface, avant de l'ouvrir, en quelque sorte, de le déplier, il passe par un monochrome. Mais là, en quelque sorte, je pourrais dire que ma relation, si Klein est un nouveau réaliste, ça reste encore à articuler, hein, est-il vraiment un nouveau réaliste? Bon. Mais dans ce qu'on peut entendre par nouveau réalisme, mais ce qui m'intéresse là, c'est de ne pas avoir le pinceau, de tremper ce rectangle, de le tremper dans la peinture, et quand il sèche, eh bien, il y a une partie qui est plus ou moins claire d'un côté et plus ou moins foncée de l'autre. Et de mettre en évidence cet espace dans l'espace réel, et de l'ouvrir et de le questionner. Et j'ai l'impression que de les questionner, je continuerai à le questionner. Pour moi, c'est mon obsession de départ qui va, comme chacun d'entre nous, avant des éléments fondateurs qui se déplacent, c'est que cet espace symbolique, je vais pas cesser de le questionner en montrant son envers, son arrière, son envers, son avers, en montrant ses limites, en ouvrant sur l'espace réel, le vide comme un plein plastique. Alors bon, on le voit là, etc. Bon, je ne veux pas monopoliser
disais. Oui. Voilà, alors là, voilà. Avec Alors, votre c'est micro. mieux ça? Ouais. Oui, je voulais parler du deuxième aspect qui m'a intéressé chez les nouveaux réalistes, c'est donc le rapport aux outils. Parce que les nouveaux réalistes ont utilisé des outils inédits. Au-delà du pinceau, quand on regarde Klein, qui a commencé par utiliser des rouleaux de peintre en bâtiment, qui a utilisé de lance-flammes en collaboration avec Gaz de France, qui a utilisé des modèles féminins comme des pinceaux. Et il y a un autre aspect qui m'a beaucoup intéressé dans le rapport aux outils, c'est le statut de l'objet qui peut prendre à la fois celui de modèle, d'outil, laissant une trace qui est une image qui correspond à l'objet modèle, et cet objet-là qui est aussi présenté comme un objet plastique, c'est-à-dire qu'un objet qui fait partie de l'image. Voilà, c'est cet ensemble de rapports aux objets outils qui m'a beaucoup intéressé chez les nouveaux réalistes et que, d'une certaine manière, j'ai un peu développé. Je ne sais pas si on ne va pas demander aux uns aux autres, les artistes présents, s'ils doivent quelque chose à la situation niçoise, s'ils doivent quelque chose à, puisqu'on parlait de l'objet, mais je ne sais pas, ça peut être plus large, hein, aux problématiques qu'on rencontre dans la zone ici, et comment. Je pensais à Elisabeth, si tu veux dire deux mots, sur ta propre insertion dans la région, dans le rapport au travail ici, et comment ça a pu avoir effet sur ton propre travail. Tout le monde entend toujours, hein? C'est extraordinaire la technique. Moi, je suis partie des arts décoratifs. Les deux copains qui sont là étaient bisous. Et je suis partie en 65 à Paris, à l'ICAR. J'ai fait un stage à la Fondation MAL. Et par la suite, je suis partie à Lyon pour avoir travaillé et avoir mon indépendance financière. Mais je n'ai jamais cessé de travailler et de peindre. Donc j'étais devenue un peintre du dimanche parce que je n'avais que le temps de travailler les week-ends. Par la suite, j'étais plus attirée au départ par la figure. Donc l'expressionnisme m'intéressait, comme Bacon, des choses comme ça. Mais quand je suis revenue à Nice, et que j'ai intéressé un certain nombre de personnes, j'ai eu vraiment, pendant quelques années, su ce qu'était support surface. Et là, ça a été, je me suis retrouvée complètement dans ce bain-là, tout en étant, parce que quand j'ai exposé, on disait même que j'étais la petite fille de support surface. Ça me faisait sourire parce que nous étions de la même époque. Pour l'influence, c'est ce que tu me demandes, l'influence. Pour l'instant, je me sens très proche du travail, par exemple, de Charolais, tout en étant différent. J'ai déconstruit les toiles, je travaille au sol, je reste dans la figuration a disparu totalement, donc je me sens toujours très proche du support surface. Bon, parmi les artistes ici présents et qui utilisent beaucoup des objets dans leur travail, il y a Rico. Alors, c'est pas du tout la même histoire. Tu ne t'es pas formé à Nice, tu ne t'es pas formé dans la région, et pourtant on trouve dans ton travail au moins des pratiques qui ressemblent, sinon à celles de nos amis ici, en tout cas certains qui travaillent sur l'objet, peut-être aussi au surréalisme, à la façon dont les surréalistes ont pu employer l'objet. Peut-être sur ton travail. Rico Roberto.
Merci, bonsoir. Oui, alors ce que j'admire au niveau des artistes de l'école de Nice, c'est que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils se sont regroupés et qui font un travail. Ça se pérennise. Et pour moi, c'est important de durer dans le temps. En ce qui me concerne, les matériaux que j'utilise, bon, il faut dire que bon, j'ai eu une formation Beaux-Arts de Paris. J'ai eu comme patron d'atelier Yves Boyard. Mais ça, je ne suis pas resté trop longtemps parce que j'ai dû partir, parce que cela ne répondait pas du tout à mes besoins et aspirations du moment. Et donc, j'étais plutôt tourné vers l'Afrique. Ayant baigné dans le bassin caribéen, en pleine recherche d'identité, parce que je suis de Guadeloupe, donc nous avons appris à l'école, nos ancêtres étaient les Gaulois. Donc, arrivé à Paris, j'ai rencontré l'Afrique. Et ça m'a parlé. Et donc, aux Beaux-Arts de Paris, ça ne répondait pas du tout à mes besoins. Donc, j'ai rencontré aussi des artistes africains. Et je suis parti au Sénégal. Et je me suis baigné dans cette terre-mer. Et j'ai beaucoup travaillé au niveau de la culture, de l'identité, avec les populations, les artistes. Et quand je suis revenu à la Guadeloupe, les gens m'ont dit que j'avais une peinture pas guadeloupéenne, mais plutôt africaine. Parce que les pays du tiers-monde, moi je dis tiers-monde, les pays émergents, bon, ce sont des termes qu'on emploie, on change assez souvent de mots. Mais bon, moi je dis les pays du tiers-monde, et la Caraïbe fait partie du tiers-monde, la Guadeloupe fait partie du tiers-monde, quoique ayant été et toujours la France, département français, mais je pense et j'estime que nous faisons encore partie de ce tiers-monde. Et les artistes, les individus qui font de l'art dans ces pays du tiers-monde utilisent les moyens, les matériaux qu'ils ont sous la main. On n'a pas fait la peinture du chevalet comme en France ou en Europe. Donc on travaille sur ce qu'on a. Et ce n'est pas dans le but de rejeter à la société de consommation ce qu'elle produit. Nous, on travaille, on prend les éléments et on travaille dessus, on leur donne une autre interprétation. Par exemple, les barrières, les clôtures chez nous se font en tôle et bois. Et assez souvent, quand il y a un trou dans la case, eh bien, on prend un bout de planche ou un bout de couverture de bidon et on met dessus pour boucher le trou. Et c'est ce que j'essaye de retranscrire à travers mon travail. C'est pour ça qu'il y a ces tôles rouillées, ces clous qui dépassent. Et Serge Lénon, lui et moi, nous avons... il a créé avec Laouché, l'école Négo-Caraïbe. Mais le problème qu'il y a dans nos régions, c'est qu'il nous faut lutter contre les persistances du colonialisme, lutter aussi contre nos propres frères qui sont complètement aliénés. Aliénés parce que ce qu'on apprend à l'école, en fait, est en inadéquation avec un certain ressenti, une certaine histoire qui est complètement détournée. Alors, ils sont contre nous parce qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Ils disent que nous faisons de l'art africain. Ils ne se rendent même pas compte qu'à certains moments, il y a une symbolique caribéenne qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ont rejeté l'Afrique. Ils ont rejeté les premiers habitants, nos ancêtres, en fait, les Amérindiens, les Taïnos, les Awawaks, les Caraïbes. Ils les ont aussi rejetés. C'est un peu comme disait Fanon, peau noire et masque blanc. Donc nous avons une autre problématique. Et moi, en Guadeloupe, on m'a déclaré être engagé politique. À partir du moment qu'on contredit le système, ben, il y a les chefs de garde, les valets locaux qui sont contre nous. Et le système, moi j'ai eu dans certains de mes vernissages, les renseignements généraux qui venaient faire le tour pour regarder qui c'est qui venait au vernissage de mes expositions. Parce que je dénonçais un certain nombre de choses. Oui, il y a plein de choses à dire à partir de ce que tu viens de nous dire. Je pense à une expo que je voulais montrer à mes élèves en 72 et dont le proviseur m'a dit « mais est-ce qu'elle n'est pas politique au moins ?» C'était l'expo 72-72. Après il m'a dit « est-ce qu'elle n'est pas pornographique ?» Écoutez, moi je sais ce que je vous montre, mais je ne sais pas ce que vous voyez. Et alors la deuxième chose qui est importante,
quand on regarde ton travail, à la fois, on voit bien qu'il est différent de ce qu'il se fait dans certains cas ici, et en même temps, on voit bien qu'il appartient à une histoire du monde d'aujourd'hui. Alors, la grande différence, c'est celle-ci, celle que tu as dite. Ça me paraît, chez les artistes européens ou américains, quand on récupère, on récupère des déchets. L'artiste africain ou l'artiste guadeloupéen ou caraïbe, pour lui, ça ne sont pas des déchets. Ce ne sont pas des déchets. C'est des éléments du vivant. Et chez nous, on a même, je pense à certaines choses d'Armand, c'est même du déchet noble. On récupère des choses sorties d'usine directe. Donc c'est vrai que c'est tout à fait différent comme angle d'attaque. Cela dit, j'ai mis le Schwitters parce que, par certains côtés, tes assemblages, alors, je ne savais pas si tu venais ou pas du reste, je ne savais pas. Certains de ces assemblages, des tiens, renvoient aussi à ces assemblages à la façon de Schwitters ou d'un certain nombre d'autres. Quand tu mets carton ondulé, morceaux de métal, ficelle, etc., on est dans cette grande réflexion du XXe siècle sur comment je représente, en utilisant, comment je fais de l'art, en utilisant les objets que j'ai sous la main, et pas les outils habituels et les objets habituels de l'art. Je ne sais pas si Marcel ne veut pas dire quelque chose. Mais pas trop long. Note, je disais tout à l'heure, les gens qui faisaient partie de l'école, tu y as été aussi, Gérald, en même temps que... Voilà. Alors à qui je donne le crachoir? Marcel dit à Gérald et Gérald dit à Marcel. Gérald, 3 mots. Moi, je ne suis pas un artiste, je suis un passeur. C'est-à-dire que j'essaye de faire découvrir aux jeunes générations la production contemporaine, mais pas uniquement contemporaine. Mais c'est vrai que c'est une façon de leur faire découvrir et surtout de changer peut-être leur posture par rapport à cette production qui les déconcerte. À partir du moment où on leur donne des clés de lecture, eh bien, les choses deviennent beaucoup plus claires et ils sont capables d'avoir un esprit critique très intéressant et parfois plus intéressant que des discours d'adultes. Voilà. Et ça, quelque part, ça fait plaisir. Je sais pas, je n'ai pas de questions à te poser, mais tu n'as pas besoin de questions, enfin, mon forêt. Bon, ben, je vais vous parler d'autre chose, comme ça. Voilà. Oui, alors 2 remarques. On parle beaucoup de la façon de penser le travail, là, enfin, depuis 1 heure, disons. Ça m'a fait penser aussi que pour les plasticiens, c'est le faire qui fait la pensée en même temps. Je veux dire que, après coup, ça devient très clair dans les formules, ce qu'on peut expliquer quand on explique notre démarche, mais que, en réalité, ce n'est pratiquement jamais conçu avant que ça soit fait. C'est en le faisant que ça, d'abord ça dévie, on part sur une pratique et en faisant, ça devient autre chose, et à ce moment-là, on découvre des choses. Moi, j'ai commencé à travailler sur les draps de lit en 67, 68. J'avais pas formulé toutes les connotations qu'il pouvait y avoir sur le drap. J'étais venu un peu instinctivement sur le drap. Bon, ce qui s'explique d'ailleurs, hein, puisque finalement c'était ça qui était important, que ça soit sur un drap de lit et pas sur un tissu que j'aurais... Bon, il y avait diverses choses qui ont convergé comme ça. Bon, et ensuite, pour les idées, j'ai pensé là tout à l'heure, une chose importante, pourquoi il s'est passé quelque chose à Nice. En fait, Nice, c'était 2 niveaux. C'était une petite ville de Provence très conservatrice, dans laquelle circulaient des divers courants extérieurs. C'était un lieu d'échange.
parce qu'il se trouvait que c'était directement relié sur Paris très rapidement, puisque on partait le soir, le lendemain on était à Paris, hein. Puis même un peu vite aussi, ceux qui prenaient l'avion, hein, qui avaient les moyens. C'était pas notre cas. Et de l'autre côté, on était branchés très facilement sur Turin et sur Milan. Et il faut penser qu'à cette époque-là, dans ces années fin 50-60, le lieu fort de l'avant-garde en Europe, c'était Milan et Turin. Après, ça c'est Milan et Turin. Et à Turin, il se passait des choses quand même au niveau industriel qui faisaient que... Hein, bon, voilà. Et donc, le fait que on est quand même le deuxième aéroport français, où avec tissé plein de choses, il y avait l'escadre américaine à Villefranche, qui fait que Georges Brett est venu à Villefranche par hasard pour passer 3 mois, et que finalement, en rapport avec Nice, et le fait que Fillou les rejoint, ils se sont installés là, et que pendant 2 ans, ils ont eu une forte influence sur les Niçois, je veux dire, enfin, du moins sur la couche qui après s'est appelée Fluxus, mais Fluxus, le mot n'est venu que après coup. En fait, il n'y avait que Machunas qui faisait des listes et qui appelait ça Fluxus. Fillou refusait tout à fait d'être Fluxus. Je crois que Ben n'a employé le mot Fluxus qu'en 67, hein, pas avant. Bon, ça existait, mais comme toujours, les choses existent et ils sont nommés après tout. Hein, le nouveau réalisme, quand Restani l'a nommé, toute l'œuvre était déjà faite. Hein. Voilà. La même chose d'ailleurs pour les groupes ensuite. Hein. Voilà. Voilà, c'est comme ça des réflexions un peu dispersées, mais à moins que tu aies une question. Non, je trouve que c'est important de voir. Oh! Alors je disais, j'allais passer au public, mais après tout, c'est déjà le public. Mais s'il y a des questions, des remarques, des cris, des hurlements, toutes sortes de choses, mais je vois qu'il y a quelqu'un qui s'agite pour demander la parole. Ouais. Monique Thibaudet. Bonjour. Moi, je voudrais revenir sur les Niçois, qu'on n'a pas dit. Moi, je peux témoigner que les Niçois ont beaucoup influencé Marseille. Moi-même, j'étais à Marseille vers les années 72. Donc, Claude Viala, quand il a quitté Nice, est venu à Marseille. Et bon, j'ai atterri dans son atelier. Et c'est vrai qu'on était très, très influencés tous par Support Surface, par tout ce qui se passait à Nice, parce qu'il nous en parlait. Moi-même, travaillant la silhouette humaine, il m'a fait découvrir Yves Klein que je ne connaissais pas, parce que je sortais des Beaux-Arts de Lyon, donc c'était très classique. On ne parlait pas des artistes actuels. Lui, il m'a fait découvrir Yves Klein, tout ça. Et je crois qu'il continue à être toujours influencé par les Niçois. Il y a eu aussi une manifestation très importante à Marseille qui a eu lieu, ça s'est appelé les 6 jours, 6 nuits de la peinture, où on a vécu tous ensemble dans un stade. Et il y avait beaucoup de Niçois qui sont venus, comme Ben, Serge Troyes. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de tous ces Niçois. Alors, en quittant Lumini, je suis venue m'installer à Valoris. Et depuis Valoris, je fais la navette sans arrêt entre Nice et Valoris. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Charles-Hélène, Monticelli. Bon, j'ai participé aux soirées de Ben, forcément. Et je crois que l'influence continue un peu, puisque Max Charles-Hélène est allé aussi enseigner à Marseille. Donc je pense que c'est très important aussi ce lien entre Nice et Marseille, qui est, je crois, très présent. Très bien, bien. Nous débordons de plus en plus. Nous débordons de plus en plus. Ça est pas mal. Max pourrait effectivement ajouter ou préciser des choses par rapport à ce que tu dis de la présence de certains enseignants à Marseille, Viala et toi.
mais je crois que les modes d'enseignement de Yala, alors si on rentre dans les détails, et ceux de Max, sont relativement différents. Tu voulais reprendre la parole? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Pour rappeler, c'est Marcel qui me l'a dit, mon mari, donc qui avait le rôle aussi de Jacques Lepage avec support surface. Voilà. Oui, ça aurait été la deuxième partie que je ne ferai sans doute pas sur les gens qui, tout à l'heure j'ai parlé de Marcel Aloco et de Ben, mais il est clair que sans Lepage, sans Jacques Lepage, sans les galeristes, sans Alex de la Salle, sans Matarazzo, sans Ferrero, sans etc., etc., tout ça, enfin tout le mouvement aurait été bien moindre ou bien moins audible, etc. Mais c'est une deuxième partie. Marcel parlait d'une autre partie. Marcel, comme on m'a dit, ne pas trop rentrer dans le cadre de ce qu'il y a dans le Patriote, soyez dans le Patriote, ne pas prendre appui sur le Patriote, et comme le Patriote c'est essentiellement une recherche des circonstances, des conditions qui ont fait que, Marcel tout à l'heure rappelait à juste titre la présence de la flotte américaine, l'arrivée des Américains sur la côte, déjà après la Première Guerre mondiale, qui nous a amené le jazz. Nice a été le premier festival de jazz d'Europe, enfin moins de France. Le festival de jazz, c'est le festival du film, les studios de la Victorine dès les années 20. Enfin, il y a des milliers de choses, parce que quand je suis revenu à Nice en 72-73, dans une des réunions auxquelles je participais, on parlait du désert niçois, du désert français en général, du désert niçois en particulier. Je dis, mais comment désert niçois? Moi je me tourne, je ne vois que des artistes partout. Il y avait eux déjà, il y avait des tas de gens. Il y avait Picasso pas loin, il y avait Apollinaire, il y avait Chagall, il y avait Matisse, ils n'étaient pas encore tous morts. Il y en avait, et on les voyait, on les rencontrait. Il y avait la Fondation Mag à partir de 60 et des poussières, 64. La Fondation Mag. Et la Fondation Mag, chaque année, présentait l'art en France, les États-Unis et la France, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a pu voir? Alors, évidemment, ça n'a pas influencé la Fondation Mag, les collègues Klein, Armand, Reis et compagnie, mais il est clair que la génération d'après a été, influencée, a pu voir des quantités de choses qu'on ne voyait pas ailleurs. Et les musées, le musée Picasso, il était déjà, non de la Souchère avait déjà invité Picasso à la fin, etc., etc. Donc il y a une réalité culturelle niçoise, que peut-être les niçoises et au-delà, que peut-être les gens de la région ne vous... C'est pas qu'ils ne la voyaient pas, ils la vivaient. Les gens de Cannes, je vous assure que le festival de Cannes, ils l'ont toujours vécu. Ils y ont collaboré, ils y ont participé, ils y ont mis de leur intelligence, etc. Et je ne peux pas imaginer, il y aurait une histoire à faire, des relations entre le cinéma et des arts plastiques dans cette région, dans ces années-là. Lui, là-bas, il pourrait nous en dire plein de trucs, parce que quand on était jeune, il n'arrêtait pas de me parler de cinéma et de cinéma. Très important, le cinéma. Tu voulais dire... attends, d'abord, il est 20h pile. C'est quelque chose, hein. L'heure arrive. Il est 20h pile. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens non-artistes qui veulent poser une question, faire une remarque, lancer une déclaration, faire signer une pétition? Oui. Ah, c'est pas un artiste alors ça, c'est sûr? Non, je suis plus un philosophe qu'un artiste. Donc, mais je me demande si dans l'étiologie de l'école de Nice, ce qui n'a pas favorisé, j'y ai pensé comme ça, c'est arrivé, c'est monsieur Jean Moulin avait une galerie de peinture. Et donc, je me demande si ça n'a pas joué réellement que dans l'esprit, même au niveau inconscient, le fait qu'à Nice, Jean Moulin, Nice et Lyon, la résistance, c'est la beauté en marche. Il y a vraisemblablement plein de choses comme ça qui ont joué. Parmi les choses qui ont joué, tu disais tout à l'heure, il y en avait les échos dans le discours de notre Guadeloupéen, où il est passé de Rico. Il y a les révoltes. On est une période des années 50-60, c'est une période de grande mise en cause, et pas seulement dans l'art. C'est une période de nouveau, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas que le nouveau réalisme, il y a le nouveau roman, il y a la nouvelle critique, il y a des nouveaux de toutes sortes de façons.
Il y a bien, oui, le nouveau cinéma à la nouvelle vague, etc., etc. Donc il y a une réaction, une grande colère, une protestation. Il disait, on a été exclus. Si vous comptez le nombre d'artistes dits de l'école de Nice, soit qui n'ont pas fait les arts déco, soit qui se sont fait exclure des arts déco, vous avez la majorité des artistes. Hein, depuis Venet, Armand, eux tous, là, Dola, Viala qui comme prof se fait foutre dehors, il passe par Limoges avant de passer à Marseille. Donc, et ainsi de suite. Enfin, les arts à locaux, il me fait signe qu'il n'est pas passé par l'école d'art. Par la ville de la Fiole, oui. Ils ont certains. Donc il y a cette espèce de refus de l'institution qu'on ne trouve, je crois, pas trop aujourd'hui. Et à côté de ça, l'absence de musées d'art moderne et contemporain à l'époque. Le MAMAC date de 12, 90, 12, 13. Voilà, l'absence d'un relais institutionnel de tous ces artistes. Alors, quelqu'un disait Lepage, chapeau à Fournet. Claude Fournet, directeur des musées de Nice, arrive en 1975, si je me rappelle bien. Fournet développe une politique d'ouverture aux artistes, etc., etc., bien plus qu'on n'avait fait avant lui. Quoique j'en ai un petit catalogue d'Expo Armand Reiss Klein, ça doit faire 67. Bien, là-haut, deux. D'abord Michel, Séonet, ensuite Marcel, à locaux. Non, juste à... Comment, tu vas être bref? Plus que moi? Non. Tout à l'heure, tu signalais la présence de Ernest Pignon dans la vie culturelle niçoise, où il a joué un grand rôle avant de partir en Union, etc. J'ai pensé, il a figuré dans une exposition École de Nice qui avait lieu à Lyon en 69. Voilà. Après, il n'a plus voulu. Mais c'est moi qui avais organisé l'exposition et j'y avais mis Ernest. Il n'y a que Marcel pour nous sortir des trucs comme ça d'un coup. Celle de 69, ça alors. Tu me diras. Michel Séonet, qui n'est pas non plus peintre, mais qui est écrivain. Oui, moi c'est pour demander aux deux garçons là en bas. Finalement, maintenant, vous êtes au musée. Tout ça est enfermé dans des dates très précises. C'est quoi? C'est 70, 77. Est-ce que ça veut dire, bon, certains sont dans les jardins publics, d'autres dans les valeurs marchandes. Est-ce que ça veut dire que ce qui faisait le tranchant de l'école de Nice s'est peu à peu émoussé? Je ne parle même pas des stations de tram. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une banalisation de tout ça, ou bien il y a une manière de le continuer par les mêmes moyens, par d'autres moyens, et dans votre travail quotidien aujourd'hui, qu'est-ce qui est encore, disons, en lien direct avec cette époque, ou bien qu'est-ce qui s'en est émancipé? Est-ce que la bête remue encore? Et on en a pour 1 heure. Marcel ne demande pas la parole, non? Oui? Non. Ah, il va répondre. Et après, il y a Max qui demande la parole. Oui. Je crois qu'on travaille toujours pour dire quelque chose et en essayant d'être compris. Il arrive toujours un moment, enfin toujours, quand on a réussi à dire quelque chose, il arrive toujours un moment où on est compris. Bon, ben voilà, une fois qu'on est compris, où on dit autre chose, on essaye, mais je crois que quand même dans une vie, on ne se renouvelle pas 3 fois. 2 fois peut-être, mais 3 ça m'étonnerait. On creuse. On creuse, dit Miguel. Oui. L'un de vous répond? Oui? Oui. Ah, je sens qu'il va nous parler des jeunes artistes de nouvelle scène. Voilà. Donc, l'école de Nice, bon, on s'arrête en 77, à mon avis, je ne crois pas. Ça continue. Et je voudrais savoir ce qu'en pensent nos artistes sur la nouvelle scène artistique niçoise, avec des Faben, des Tony Alberti et tant d'autres. J'ai participé à une espèce d'exposition des affiches du festival de jazz qu'ils ont décoré eux-mêmes. Donc c'est plus toute une équipe
ils sont une trentaine, je pense, et c'est plus du street art, mais j'aime pas trop ce mot parce que c'est de l'anglais, mais c'est de l'art urbain, et actuellement, il y a énormément d'initiatives avec ces jeunes artistes. Alors je voudrais savoir ce qu'en pensent ceux de l'école de Nice, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi la continuation de l'école de Nice. Vaste programme. Avant de vous passer la parole, simplement un mot. À la suite du numéro du Patriote, je m'étais dit, oui, c'est vrai qu'il faudrait dire où on en est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Et j'ai pris donc la tâche d'un certain nombre d'amis avec qui on en a discuté, et ils m'ont dit, travail impossible. Il y a tellement de regroupements, là tu parles d'une trentaine. À l'époque où je m'occupais un peu d'envoyer des artistes dans les écoles, j'avais compté 1 millier d'artistes repérés comme tels dans le département. Et difficile de retrouver des grandes tendances, enfin d'en voir 3-4, mettons, comme on peut le faire. Mais c'est 30, c'est pas le 10e des nouvelles scènes. Mais c'est vrai que ces nouvelles scènes, aujourd'hui j'ai écrit sur 2 artistes d'un côté, ceux qui exposent chez Lavautier, 7 autres artistes qui doivent exposer chez Depardieu, tous différents, et ça brasse. Ils ne sont pas tous niçois. Tous les artistes du monde ne sont pas niçois. Je voulais dire que... Non. Je voulais répondre à Michel, enfin je me souviens plus très bien de la question d'ailleurs maintenant. Non, je voulais dire que... Ça s'est émoussé. Voilà. Je voulais dire que, pour moi, je ne peux pas concevoir le travail aujourd'hui sans ce qui s'est passé auparavant. Je veux dire, c'est une des conséquences de choses que j'ai mis en place, que d'autres ont mis en place dans leur propre pratique. Et j'ai pas l'impression, mais je ne peux pas être le juge, je suis juge et partie, donc, mais je ne peux pas dire que le travail que je fais aujourd'hui n'a pas de rapport. Il ne peut pas, pour moi, se comprendre sans cette mise en cause de cet espace, par exemple, symbolique qui est le rectangle et qui m'a monopolisé pendant assez longtemps pour que j'arrive à l'émietter, à le reconstruire et à toujours me poser ces questions de ses limites et de ses limites physiques, de ses limites, j'allais dire, spatiales et autres. Donc aujourd'hui, émousser, c'est pas à moi de le dire, mais ce que je fais aujourd'hui est une des conséquences de ce que j'ai mis en place il y a presque 50 ans maintenant, hein, voilà. Après, le reste, la reconnaissance, le musée, etc., le marché, sont des choses plus complexes, hein, qui demandent des réflexions plus profondes, de savoir comment tout ça joue et comment les cartes se distribuent au niveau de la reconnaissance. Ça, c'est un autre problème. Alors, les nouvelles scènes, je ne les connais pas à Nice. Je ne les connais pas bien, donc je ne peux pas en parler. Martin? Non, moi, je voulais juste dire quelque chose sur un aspect qui m'a toujours souvent gêné quand je montrais le travail, c'est que les gens disaient toujours « qu'est-ce que ça représente ?» Qu'est-ce que ça représente? J'étais toujours très embêté à répondre à cette question-là. D'autant plus que j'imagine que dans la tête des gens, il y avait l'idée de à quoi ça ressemble. Et je suis resté longtemps sur cette réflexion en ne sachant pas quoi dire. Et j'ai fini par trouver des solutions, des conclusions qui sont personnelles, en faisant... parce qu'on mélange très souvent la notion de figuration et de représentation. J'ai fini par faire une distinction de ces deux notions-là. Disons que la figuration, pour moi, est quelque chose qui est lié, c'est un rapport étroit avec un modèle. Alors que, la figuration, je dis, alors que la représentation est aussi un rapport étroit avec des modèles, mais de manière indirecte. Le premier, c'est direct,
Le deuxième, c'est indirect. Et pour illustrer ce que je dis, c'est donc une façon de voir la peinture, de mettre des mots sur la peinture. Parce que, comme le disait un célèbre poète, Bernard Noël, regarder, c'est voir des mots. Et je suis assez d'accord avec ça. Et pour illustrer cette distinction que je fais, je voudrais donner l'exemple des impressionnistes. Parce que tout le monde accepte maintenant les impressionnistes. Tout le monde aime les impressionnistes, c'est le grand amour. Les impressionnistes allaient sur le modèle, sur le motif. Ils y allaient parce que le train leur permettait. Ils pouvaient y aller à pied, évidemment, aux alentours de Paris, mais ils allaient en Normandie, souvent. Donc, le fait que la société, à un moment donné, l'évolution industrielle permet de produire la machine à vapeur et ensuite de développer les moyens de communication, ça permet aux impressionnistes d'aller sur un motif. Les impressionnistes sont nés dans une période où le temps s'accélère. Tout devient dynamique. Il y a l'industrie, la production industrielle qui se développe, les inventions qui s'accélèrent, qui se développent aussi, la naissance de la photographie a joué certainement un grand rôle dans leur façon de peindre. Et puis, il y a peut-être une chose qui est fondamentale, c'est que l'industrie fait apparaître le tube de peinture. Et le tube de peinture, évidemment, ça permet aux impressionnistes, dans la nature, et de saisir un moment. Parce qu'en fait, ce rapport entre le rapport au temps que l'on vit dans la société, ils le travaillent d'une certaine manière aussi dans leur manière de peindre. Donc c'est ça que je voulais dire. Quand on regarde les impressionnistes, il ne faut pas regarder simplement le rapport au modèle immédiat, il faut regarder aussi, il faut essayer de saisir ce qui, dans la société, bouge et se retrouve dans les manières d'appréhender le modèle, justement. Voilà. Et sur la nouvelle scène, rien Sur la nouvelle scène, j'ai rien à dire, je ne le connais pas. Moi, ce qui me surprend dans la nouvelle scène, c'est la variété des propositions. Tu parles du street art, appelle-le comme tu veux, c'est une des modalités, mais il y a par exemple des retours à la figure, au sens où tu l'entends, des retours à la figuration qui ne sont pas forcément sans intérêt. En tout cas, ils font partie... j'ai jamais dit que c'était sans intérêt, la figuration. Ils font partie de la façon... Max fait une forme de figuration. Oui, c'est vrai. De figuration ou de ressemblance? Figuration qui ne relève Ils vont m'ennuyer longtemps. Max fait un travail qui est en relation avec un modèle immédiat. Je veux dire la pente. Non, puisque tu parles de figuration, il peut y avoir une figuration qui ne relève pas de la ressemblance, par exemple. Voilà. Bon, quand on parle du rapport au modèle, on a chez Klein tout un rapport au modèle qui est très particulier, à savoir qu'il n'y a plus de distance entre le corps, et le corps est un outil en même temps qu'il est modèle, et les modèles sa propre inscription. Il y a des, pour souligner ce que tu disais, il y a des évolutions dans la relation au modèle qui sont fortes, quoi. Hein. Et je veux dire, par exemple, on pourrait même dire, quand on regarde un Pollock, ce que l'on voit, c'est pas des taches, c'est un corps en mouvement. Hein, je veux dire, là aussi, il y a un rapport au modèle. Et qu'est-ce qui fait trace, hein? Donc, le rapport au modèle ne cesse de se transformer, il ne va pas cesser de se transformer. Alors, peut-être les concepts vont bouger. On peut avoir une figuration, pour revenir à ce que je disais, qui ne relève pas de la ressemblance, parce que tout le monde peut imaginer que la figuration, c'est quelque chose qui ressemble automatiquement à son modèle, alors qu'on peut avoir un rapport de figuration qui ne relève pas de la ressemblance. Voilà. Qui relève. Je peux dire encore quelque chose? Hein? Peut-être. On les arrête plus. Je reviens à Yves Klein. Je reviens à Yves Klein et
et le monochrome. Parce que souvent on a fait référence au bleu de Klein et on a souvent fait référence au ciel. Bon. Ce qui est important pour moi dans la couleur d'Yves Klein, c'est d'abord que Yves Klein était fasciné, quand il allait chez les marchands, par la couleur en poudre, les pigments purs qui se trouvaient dans les boîtes. Moi j'ai connu ça aussi, parce que mon père était peintre en bâtiment, et quand j'allais avec lui pour acheter de la peinture au comptoir de je ne sais plus quoi, là, qui était à rue du Châteauneuf, c'était un grand marchand de peinture, il y avait des boîtes de pigments, et j'étais moi aussi fasciné par cet éclat. Et Klein a recherché à conserver cette intensité, cet éclat. Parce que quand on mélange du pigment à la peinture à l'huile, ben, ça s'aplatit et ça se ternit. Et donc il a trouvé par l'intermédiaire, en collaboration avec un ingénieur chimiste, un médium qui permettait de conserver l'éclat du bleu. Mais j'ai fini par comprendre pourquoi ce bleu était si éclatant. Et pourquoi ce bleu est si éclatant dans les caisses de pigments. Mais quand vous regardez un paysage est intense. Il a un éclat très puissant lorsque il y a un rapport avec l'ombre. Et ce qui donne certainement, ce que je pense, ce que j'en ai déduit, cet éclat au pigment, c'est la part d'ombre. Chaque grain porte en lui la réception de la lumière et l'ombre portée. C'est, je crois, cela qui donne cette intensité à la couleur. Et Klein, je pense, a voulu, pas simplement en utilisant un médium particulier pour conserver cet éclat. Quand on regarde toute l'œuvre, la majorité des œuvres peintes de Klein, il y a toujours cette recherche de granulosité. Que ce soit les œuvres réalisées avec le rouleau, ou que ce soit les éponges qui absorbent la couleur, où la couleur se fait d'ailleurs l'équivalence d'objet avec l'éponge. Et bien chaque fois, dans ces tableaux, il y a cette part d'ombre qui est très, très présente et qui donne l'éclat de ces peintures. Il y a Max qui demande la parole. On arrive au bout du temps. Oui, tout simplement pour aller dans le sens de Martin et de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'évolution du rapport à la figuration, aux outils ou autres. Je pense qu'il y a aussi le même type de rapport d'évolution par rapport à la couleur unique. Bon, si on prend les monochromes, entre guillemets, les peintures fondamentales de Rodchenko dans les années 20, elles sont perçues comme la fin de la peinture, comme tu le disais à un moment donné par le monochrome. Bon, il y a ce célèbre texte aussi, le dernier tableau de Taraboukine. On revient à nos origines, hein. Qu'est-ce qui fait problème à un moment donné et de quoi est-il question? À savoir, en tous les cas pour nous, le problème que pose cet espace symbolique. Mais ensuite, il y a des évolutions. On a le travail de Reimann on a d'abord le travail de Klein, le travail de Reimann, et on a donc un rapport à la couleur qui constamment se transforme avec le temps. Moi, j'ai toujours lu la relation du travail de Martel, je l'ai toujours vu dans une relation que finalement, ce monochrome, celui de Rodchenko, c'est une surface, en 1920, dans les années 20, c'est cette surface qui est reprise, qui est peinte, avec les peintures fondamentales, le bleu, le rouge et le jaune, et il y a quelque chose autour, une baguette ou un scotch, etc. C'est une surface. Mais chez Klein, il recouvre l'objet sur ces quatre, j'allais dire sur ces six, quatre et une 5 faces, puisqu'il va venir. Il donne une impression que c'est un objet, c'est-à-dire que la couleur n'est plus une surface peinte, mais c'est un morceau de couleur presque. Même si c'est un subterfuge, puisqu'il recouvre le tableau en quelque sorte, ou la planche de bois, mais ce que l'on voit,
C'est un objet, avant tout. L'éponge n'est pas un subterfuge. Oui, oui, bien sûr, non, mais je parle du tableau là. L'éponge, c'est à la fois un outil et en même temps un résultat plastique, l'éponge, puisque c'est avec ça qu'il enduit les corps des femmes. Mais je veux dire que cette évolution de quelque chose qui est vu sur une surface et dénoté comme une couleur, à un moment donné, cette couleur devient un objet. Elle a une tridimensionnalité. Ça m'a toujours frappé, c'est ce rapport tridimensionnel. Alors quand vous mettez le monochrome au mur, eh bien, finalement, quel est le fond du monochrome? C'est le mur. C'est-à-dire que le monochrome, comme tu disais un peu tout à l'heure, le monochrome capte l'espace autour. Bon, on va au-delà de la symbolique que Klein veut y mettre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que nous faisons nous dépasse peut-être. Je continue sur Klein. Klein avait parfaitement conscience de l'importance de cet espace physique qui était au-delà de son monochrome. Parce que les premiers monochromes qu'il a réalisés étaient de plusieurs couleurs. Donc quand il faisait une exposition, bien, il y avait des monochromes de plusieurs couleurs, et ce qui le gênait justement, c'est qu'il retrouvait dans cette répartition dans les murs d'une galerie le problème de la composition qui était développée par les artistes précédents. Donc c'est pour cela qu'il est arrivé à utiliser ensuite plus qu'une seule couleur. Mais il était parfaitement conscient de l'importance de cet espace physique qui était au-delà de son tableau, de son monochrome. D'où aussi l'exposition du vide. En général, quand ils se mettent à parler ensemble, ça peut durer des jours. Il est 23, je crois qu'il faut qu'on libère à 30. Attends, peut-être, est-ce que tout le monde le sait? Parce qu'on a fait référence plusieurs fois à Klein et à sa façon de représenter les corps. Est-ce que tout le monde est au courant de ça? Ou est-ce qu'on m'explique un petit peu très rapidement? Oui. Tout le monde sait? Bon, alors, voilà. Voilà. Juste quelques mots avant de lever cette soirée. Je vous informe, bon, j'ai posé une question peut-être un peu piège, mais les Amis de la Liberté vous proposeront dans le courant 2018 de faire venir cette nouvelle génération et ils exprimeront ce qu'il faut. Hein, parce qu'actuellement, il y a pas mal de vernissage, on appelle même plus comme ça, notamment des entreprises qui reçoivent les artistes aujourd'hui. Donc voilà. Les Amis de la Liberté, c'est l'art, la culture, mais c'est aussi autre chose. C'est par exemple, la semaine prochaine, c'est le cinéma, bien entendu. Donc nous avons une conférence sur le sport et le cinéma avec père et fils Camille, qui vont donc nous exposer. Ils ont sorti un livre. Donc on aura la conférence donc jeudi 26 octobre. Le jeudi 9 novembre, je m'arrêterai là parce qu'on a jusqu'à la fin de l'année de nombreuses conférences. Alain et Éric Bocquet, respectivement sénateurs et anciens députés, sur les paradis fiscaux, le jeudi 9 novembre. Voilà un peu tout notre programme. À la sortie, il y a un petit chapeau où